connais Warren Buffett, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est comment un homme qui passe ses journées à lire, qui ne fait aucune prédiction macro et qui répète qu'il n'est pas assez intelligent pour comprendre la plupart des entreprises, a réussi à construire un empire qui vaut plus de 800 milliards de dollars. Donc Buffett a transformé 10 000 dollars en plus de 2 milliards uniquement grâce aux intérêts composés. Et il l'a fait en appliquant quelques principes tellement simples que la plupart des investisseurs les ignorent. Il dit que la clé, ce n'est pas l'intelligence, c'est le tempérament. Et surtout, donc, je n'ai jamais utilisé une seule prévision économique pour gagner de l'argent. Donc pas de trading, pas de timing de marché, pas de formule compliquée. Juste une chose, penser comme un propriétaire. Et c'est comme ça qu'il a acheté Coca-Cola quand tout le monde paniquait, ou encore Geico quand personne n'en voulait, et Apple alors qu'on le croyait trop vieux pour comprendre la tech. Donc Buffett est devenu milliardaire en faisant exactement l'opposé de Wall Street. Et dans cette vidéo, donc, je vais te montrer pourquoi sa méthode, simple mais radicale, reste aujourd'hui encore la plus efficace pour devenir un investisseur libre, discipliné et rentable. Donc avant de devenir le meilleur investisseur du monde, Buffett c'est juste un gamin obsédé par les chiffres. À 7 ans, donc, il lit son premier livre sur la bourse. À 11 ans, il achète sa première action. Et à 19 ans, il rencontre l'homme qui va changer sa vie, Benjamin Graham, donc l'auteur de The Intelligent Investor et le père du value investing. Buffett dira plus tard, Ben m'a donné la base intellectuelle nécessaire pour investir. Donc à 25 ans, Buffett lance son Buffett Partnership, donc un petit club d'investissement où il promet quelque chose de radical pour l'époque, donc zéro prédiction macro, zéro spéculation, juste de la recherche de valeur. Et dans ses lettres, entre 1959 et 1965, il explique clairement sa méthode. Je n'essaie jamais de prédire le marché, je cherche des entreprises sous-évaluées. Donc à l'époque, il classe ses investissements en 3 catégories. Donc les cigar butts, donc des entreprises moches mais vraiment pas chères, où il restait un dernier coup de fumée, comme il dit. Ensuite, il y a les workouts, donc c'est des situations spéciales comme des fusions ou des arbitrages. Et enfin, donc les control situations, donc c'est prendre le contrôle d'une entreprise pour l'améliorer lui-même. Et c'est cette approche value pure, héritée donc de Benjamin Graham, qui pose les bases de son style. Mais le tournement dans sa carrière, tout change, c'est au moment où Buffett rencontre donc Charlie Munger. Munger lui dit un jour la phrase qui va tout transformer. Warren, il vaut mieux acheter une entreprise extraordinaire à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix extraordinaire. Donc cette idée va littéralement réécrire la carrière de Buffett. D'un chasseur d'affaires façon Graham, il devient plus un collectionneur de business exceptionnel. Et donc c'est ça qui explique pourquoi Berkshire Hathaway détient depuis des décennies des entreprises comme Geico, Coca-Cola, See's Candies, donc des machines à cash avec des avantages compétitifs gigantesques. Donc Warren Buffett évolue, il ne cherche plus seulement le pas cher, il cherche le durable, le qualitatif, le prévisible. Et donc ce mélange unique d'un esprit profondément rationnel, d'une discipline presque inhumaine et d'une capacité rare à rester dans son cercle de compétences va façonner l'investisseur que tout le monde admire aujourd'hui. Donc il arrête de courir après les coups et se concentre désormais donc sur des marques éternelles, des business lisibles, du cash flow prévisible, des dirigeants intègres et des entreprises capables de croître pendant 10, 20, 30 ans. Donc ce pivot intellectuel de la value dure à l'investissement dans la qualité durable est probablement la décision la plus rentable de sa vie. Donc Warren Buffett a passé 70 ans à répéter la même chose, c'est je ne prédis pas les marchés, je regarde les entreprises. Et quand tu observes comment il choisit une entreprise, tu comprends pourquoi il a écrasé Wall Street sans jamais regarder un graphique. Donc voici ces filtres, simples mais d'une puissance redoutable. Donc le filtre numéro 1, c'est comprendre l'entreprise. Donc Buffett rejette 90% des entreprises en moins de 10 secondes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'investit que dans les modèles économiques qu'il peut prévoir sur 10 à 20 ans. Il le répète dans ses lettres, donc il dit « Je n'ai aucune idée de ce que fera le marché. Ce que j'essaie de savoir, c'est ce que fera l'entreprise. » Et donc c'est son cercle de compétences. Donc si on prend des exemples concrets, si on parle par exemple d'un Nvidia, donc c'est une ultra tech avec des cycles rapides et une compétition féroce. Donc Buffett dirait clairement trop difficile, trop incertain, trop rapide. Alors qu'un Coca-Cola, c'est un produit identique depuis 100 ans, marque planétaire, consommation stable. Donc Buffett le dit, dans 20 ans, les gens boiront toujours et encore du Coca-Cola. Donc résultat, un investissement légendaire depuis 1988 dans cette société. Et Buffett le dit lui-même, si je ne peux pas comprendre l'entreprise en quelques minutes, eh bien je passe. Et ce filtre donc élimine presque tout. Et c'est pour ça donc qu'il évite les erreurs que tout le monde fait. Ensuite, le deuxième filtre, eh bien c'est le moat, l'avantage durable. Donc Buffett cherche vraiment des entreprises qui résistent à la concurrence même pendant 30 ans. Et dans ses écrits, il décrit le business idéal comme un château protégé par un large fossé et un seigneur honnête pour le défendre.
Donc un mode pour lui, ça peut être une marque, donc comme Coca-Cola par exemple, un réseau, donc comme American Express, un effet d'échelle massif, donc comme Walmart par exemple, un coût ultra compétitif, donc là c'est comme Geico, ou un écosystème verrouillé, donc comme Apple par exemple. Donc pour que ce soit concret, Warren Buffett le dit, donc si ton concurrent peut ouvrir demain matin, faire la même chose que toi et te voler des clients, eh bien tu n'as pas de mode. À l'inverse, donc essayer de battre des entreprises comme Coca-Cola demain matin, même avec 10 milliards, c'est impossible. Donc c'est ça le mode, et Buffett paie très cher pour ça. Le troisième filtre, eh bien c'est le management. Donc Buffett répète dans ses lettres que tu ne peux pas séparer le business du manager. Donc il analyse trois points simples. Il y a la compétence, donc ça c'est l'allocation du capital, le ROE, donc le ROE, l'historique des décisions rationnelles. Ensuite, il y a l'intégrité. Donc le dirigeant travaille-t-il pour ses actionnaires ou pour son ego? Donc Buffett déteste les CEO qui diluent à tout va, qui surpayent des acquisitions ou qui lissent la réalité via la compta. Et enfin, donc il y a la passion, puisque beaucoup de ces managers sont déjà riches, donc ils travaillent parce qu'ils aiment le business, pas pour faire un coup. Et comme il le dit magnifiquement, tu ne peux pas faire une bonne affaire avec une mauvaise personne. Donc ce filtre élimine également énormément de sociétés. Ensuite, le quatrième filtre, eh bien, c'est l'économie de l'entreprise. Donc Buffett cherche une entreprise exceptionnelle, pas correcte. Donc une entreprise exceptionnellement rentable doit avoir un ROE élevé, donc souvent supérieur à 20% dans ses plus grands winners. Peu de dettes, un business donc qui génère du cash, avec peu de dépenses en capital, des marges stables ou croissantes, et un modèle simple. Donc si c'est trop compliqué ou trop techno pour lui, eh bien il passe. Et donc il résume ça en une phrase brillante. Donc le meilleur business est celui qui gagne plus d'argent chaque année sans devoir réinvestir plus d'argent. Donc un exemple parfait, ça pourrait être 610, donc une marque iconique, très peu de capital nécessaire, un pricing power et des profits récurrents. Et Buffett donc a fait x100 sur cette entreprise, simplement parce qu'elle imprimait du cash. Enfin, le cinquième et dernier filtre, eh bien c'est le prix. Buffett n'achète jamais une action pas chère. Il achète une entreprise sous-évaluée. Dans ses écrits, il le répète, le prix c'est ce que tu paies, alors que la valeur c'est ce que tu obtiens. Donc comment il calcule la valeur? Eh bien il estime tout le cash que l'entreprise produira sur 10 à 20 ans. Il actualise ça avec un taux raisonnable basé sur les taux d'intérêt. Donc pas de formule magique, pas de DCF compliqué, pas de calcul en 47 variables. Donc Charlie Munger disait lui-même, je n'ai jamais vu Warren faire un DCF, mais il en a un dans la tête. Donc un exemple simple, donc tu as une entreprise qui imprime 1 milliard de cash par an et croît doucement, tu peux raisonnablement payer 15 ou 20 milliards, mais pas 200 milliards. Donc Buffett le dit, donc un prix trop élevé peut annuler 10 ans de bonne performance. Donc pour résumer ces filtres, Buffett sélectionne une entreprise en 5 grandes étapes. Donc est-ce qu'il comprend le business? Est-ce que le mode est durable? Est-ce que le management est compétent et honnête? Est-ce que l'économie du business est exceptionnelle? Et enfin, donc, est-ce que le prix offre un rendement intéressant sur plus de 10 ans? Donc si la réponse à ces 5 questions est oui, eh bien Buffett achète. Et il garde pour toujours, et enfin il laisse la magie de la composition agir. Et son secret n'a jamais été de prédire, mais vraiment de filtrer. Donc Buffett a construit un empire gigantesque avec une poignée de principes simples. Pas de prédiction, pas de formule compliquée, pas de magie, juste 6 règles. 6 règles donc que tu peux appliquer demain matin à ton portefeuille. Donc le premier principe, c'est la patience. Buffett le dit, le marché est là pour te servir, pas pour te donner des ordres. Et quand tu regardes sa carrière, eh bien tu comprends. Il peut attendre 5, 10, 15 ans sans rien faire. Il ne bouge que quand il a une opportunité claire, puis il frappe très fort. C'est pour ça qu'il répète, le marché est un jeu sans limite de temps. Tu peux attendre ton pitch. Donc ce que la plupart des investisseurs voient comme du risque, lui le voit comme du temps. Et c'est sa plus grande arme. Ensuite, le second principe, c'est dire non. Parce que Warren Buffett dit non à presque tout. Et il a une phrase iconique là-dessus. Les gens très performants disent non à presque tout. Et donc il passe ses journées à lire, pas à acheter. Il rejette 98% des entreprises qu'il analyse. Et c'est ce qui lui permet donc d'éviter les pièges où les autres foncent. Et Buffett le dit, donc la plupart des gens perdent de l'argent parce qu'ils ne savent pas rester inactifs. Tu veux faire comme lui? Eh bien commence par prendre l'habitude de dire non 10 fois plus souvent. Ensuite, troisième principe, c'est penser comme un propriétaire. Buffett insiste, si tu n'es pas prêt à garder une action 10 ans, ne la garde pas 10 minutes. Et donc dans ses lettres, il explique que lui et Charlie Munger ne sont pas des stock pickers, ce sont des business pickers. Ils n'achètent pas des tickers, ils achètent des entreprises entières,
même quand il n'en possède qu'une petite part. Et donc son raisonnement est simple. Si je ne veux pas être propriétaire de ce business pendant les 20 prochaines années, alors pourquoi je voudrais une action pendant 20 minutes? Et donc c'est vraiment cette vision de propriétaire, pas de spéculateur, qui a transformé Berkshire en une collection de business extraordinaire. Ensuite, quatrième principe, c'est zéro prédiction macro. Buffett le martèle depuis 60 ans. Je n'ai jamais fait une seule prévision macroéconomique pour guider mes décisions. Dans ses lettres, il explique aussi « Charlie et moi n'avons jamais renoncé à un bon achat parce que la situation macro ou géopolitique nous inquiétait. » Il n'utilise pas les taux, l'inflation, le PIB, les cycles ou encore les prévisions des économistes. Il ne regarde que l'entreprise, sa valeur, son mode et le prix. Et donc malgré ça, il a battu le marché pendant plus de 60 ans. Et donc c'est une leçon énorme. Les prévisions sont inutiles. Le business, lui, ne ment jamais. Cinquième principe ensuite, donc c'est aimer quand le marché baisse. Et Buffett justement adore les crises. Il appelle ça mettre le seau quand il pleut de l'or. Et donc il dit, si tu vas être acheteur toute ta vie, tu veux que les prix baissent. C'est contre-intuitif, eh bien oui, génial, absolument. Parce qu'il l'explique. Donc widespread fear is your friend. Donc la peur des écarts est ton ami. Autrement dit, donc quand tout le monde panique, toi, tu dois te préparer. Et quand tout le monde fuit, toi, tu regardes calmement les opportunités. Buffett ne cherche pas les marchés calmes, il cherche vraiment les rabais, les bonnes opportunités. Ensuite, sixième et dernier principe, donc c'est aucune dette ou presque. Et Buffett l'a dit des dizaines de fois, le levier plus ignorance égale catastrophe. Donc dans ses lettres, il explique pourquoi Berkshire a toujours des milliards de cash. Ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre, et ne jamais être forcé de vendre, et ne jamais jouer avec le feu. Buffett le dit, nous rejetons des opportunités intéressantes plutôt que de nous surendetter. Donc une phrase résume tout, lui il le dit, je ne sacrifierai jamais une nuit de sommeil pour un peu plus de profit. Donc pour Buffett, le risque n'est jamais un chiffre dans un tableur. Le risque, c'est de ne pas savoir ce que tu fais avec de l'argent emprunté. Donc pour résumer les 6 lois de l'Empire Buffett, donc il a construit sa fortune sur la patience, sur le fait de dire non, très souvent, de penser comme un propriétaire, d'ignorer complètement la macro, ensuite de profiter des marchés baissiers, et enfin donc d'éviter la dette comme la peste. Donc ces règles sont simples, mais appliquées pendant 60 ans, elles ont vraiment donné l'un des plus grands empires financiers de l'histoire. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à ce que Buffett donc, a fait justement, donc voir ce que Buffett en action, donc 3 investissements, 3 décisions et 3 leçons d'or. On va voir vraiment des cas concrets de son génie. Donc on va commencer par Coca-Cola, donc un de ses investissements les plus mythiques. Donc quand Buffett investit dans Coca-Cola en 1988, le marché est vraiment en panique. Le crack de 1987 a tout écrasé et l'action Coca est en promo comme jamais. Et Buffett voit 4 choses. Donc une marque mondiale désirée dans tous les pays, un moat gigantesque au niveau de la distribution, du branding et des habitudes, un retour sur capital exceptionnel et un prix bradé à cause du crack. Et là, il met 1,3 milliard de dollars sur la table. Aujourd'hui, le dividende annuel que Berkshire reçoit de Coca-Cola dépasse 700 millions par an. Rien qu'avec le dividende, l'investissement initial est entièrement remboursé. Donc chaque 2 ans, entièrement remboursé chaque 2 ans, forcément comme je disais, donc 1,3 milliard de posés sur la table, 700 millions par an, donc en 2 ans, il regagne son investissement initial. Et pour le coup, il n'y a pas que ça, puisque l'action, elle, a été multipliée par plus de 20 depuis ce moment, depuis 1988. Donc Buffett résume parfaitement cette philosophie. Quand un grand business subit des difficultés temporaires, c'est souvent notre meilleure opportunité. Deuxième étude de cas, donc Geico. Donc c'est peut-être l'histoire la plus folle de Buffett, puisque à 21 ans, il découvre Geico, donc une petite compagnie d'assurance qui vend directement aux clients, sans intermédiaire, sans agence. Donc son avantage compétitif, c'est la meilleure structure de coût de toute l'industrie. Une discipline opérationnelle incroyable et un mode construit sur un modèle de distribution imbattable. Donc Buffett tombe amoureux du business et il dira plus tard « J'ai mis presque toute ma fortune dans Geico quand j'avais 21 ans ». Donc il n'a jamais changé d'avis. Dans toutes ses lettres, il répète que Geico est un modèle d'exécution, un cas d'école de motte basé sur le coût. Et ce qui est fou, c'est que Geico est devenu l'une des pierres angulaires de Berkshire et un des investissements les plus rentables de toute sa carrière. Ensuite, troisième étude de cas, c'est Apple en 2016. Donc Buffett a longtemps refusé d'acheter de la tech. Il disait c'est trop difficile, trop imprévisible. Mais Apple, ce n'est pas de la tech, c'est vraiment un produit émotionnel. Et Buffett le dit clairement dans les interviews.
Je ne comprenais pas les technologies, mais je comprends le comportement humain. Et donc là, il voit dans Apple un produit vraiment désiré, presque addictif. Un pricing power énorme, un écosystème verrouillé et une fidélité client exceptionnelle, et enfin un mode unique dans l'histoire moderne. Et en 2016, l'action se fait massacrer. Tout le monde pense qu'Apple est fini. Et Buffett arrive et il achète massivement. Et aujourd'hui, eh bien Apple est la plus grande position de Berkshire. Des dizaines de milliards de profits et le symbole de l'évolution de Buffett, du value investing vers les entreprises de qualité durable. Donc Buffett le répète depuis toujours qu'un bon business fait tout le travail pour toi. Et on voit avec ces 3 études de cas, donc ces 3 investissements qui le prouvent. Donc Coca-Cola, c'est vraiment le pouvoir d'une marque, plus acheté donc en période de peur. Geico, eh bien c'est le mode basé sur le coût plus la discipline opérationnelle. Et enfin Apple, c'est le comportement humain plus la qualité à long terme. Donc ces trois décisions condensent vraiment toute sa philosophie. Donc comprendre le business, chercher un mode, attendre une opportunité et investir massivement. Et enfin donc laisser le temps faire le reste, donc conserver l'entreprise sur le temps long. Donc voilà, on a tendance à idolâtrer Warren Buffett comme un génie infaillible, mais lui-même le répète partout dans ses lettres, comme dans ses interviews, nos pires erreurs sont des erreurs d'omission. Donc là, c'est probablement l'aveu le plus important de toute sa carrière, parce que oui, Buffett a raté des monstres. Et donc là, on va voir ses erreurs. Et notamment, donc on va commencer avec une de ses premières erreurs, c'est Google. Parce que Buffett connaissait Google bien avant tout le monde. Pourquoi ? Eh bien parce que Geico, donc une entreprise qu'il contrôle depuis des décennies, dépensait des fortunes en publicité chez Google. Et le business model était sous ses yeux, et pourtant il n'a jamais investi. Et il le dit sans détour, nous avions toutes les informations nécessaires et nous n'en avons rien fait. Et là, clairement, pour lui, c'est une erreur d'omission parfaite, puisque l'analyse était correcte, une compréhension correcte du business, mais une absence totale d'action. Et Google donc est probablement une de ses plus grandes erreurs. Pareil, donc la deuxième plus grosse erreur pour Warren Buffett, ça a été Amazon. Puisque dans les années 2000, donc Amazon n'était pas encore l'Amazon d'aujourd'hui, mais Buffett connaissait Jeff Bezos personnellement. Il admirait son obsession, son intelligence, sa vision. Et il l'a dit à plusieurs reprises, donc j'ai sous-estimé Jeff Bezos. C'est l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Et donc il n'a pas acheté l'action, et il considère aujourd'hui que c'est une erreur colossale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Amazon coche tout ce que Buffett recherche. Un mode gigantesque, un réinvestissement à haut rendement, une croissance rentable, un pricing power et le talent du fondateur. Mais Buffett restait prisonnier dans son cercle de compétences, faussement trop étroit. Ensuite, troisième erreur, eh bien c'est Walmart. Le deal parfait qu'il n'a pas fait. Dans les années 90, donc Walmart était une machine à cash irrésistible, et Buffett le savait. Il le reconnaît dans ses lettres, il aurait dû en acheter beaucoup plus tôt. Mais il a tergiversé, et comme il le dit, donc, ce qui m'a coûté cher, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que je n'ai pas fait. Et encore une fois, c'est une erreur d'omission. Quatrième erreur, eh bien c'est Berkshire Hathaway. Oui, son entreprise lui-même. Et l'aveu le plus célèbre de Buffett, c'est quand il le dit, donc acheter Berkshire Hathaway était une erreur. Une mauvaise entreprise ne devient pas une bonne parce que tu es brillant. Et donc il pensait acheter une cigar butt, comme il appelle ça, donc une entreprise mourante mais bon marché. Et il s'est retrouvé piégé avec une entreprise donc à capital intensive, avec des marges faibles, aucun moat, et une industrie donc du textile en déclin. Résultat, eh bien des années de capital détruit. Et cette erreur donc lui a appris la leçon la plus chère de sa vie. Donc toujours privilégier un business extraordinaire, même cher, plutôt qu'un business médiocre, pas cher. Et donc c'est Charlie Munger qui lui a vraiment enfoncé cette vérité dans le crâne comme on en a discuté un peu plus tôt. Donc là, toutes ces erreurs racontent vraiment une seule et même chose. Ne touche jamais aux mauvaises entreprises. Parce que le temps travaille contre toi. Et Buffett donc le dit, time is the enemy of the poor business. Ensuite, le deuxième point, donc, c'est il faut vraiment rester dans son cercle de compétences. Et ne pas confondre avec de la paresse intellectuelle. Donc Buffett ne comprenait pas Amazon, en réalité il n'a pas pris le temps de comprendre Amazon. Troisième point, eh bien, c'est que la simplicité est supérieure à la complexité. Les meilleurs investissements étaient évidents après coup, mais les pires étaient les plus intelligents. Et enfin le quatrième point, donc, c'est l'honnêteté radicale. Buffett critique publiquement ses erreurs, il les analyse, il les documente. Et je pense que c'est de ces erreurs qu'il a le plus appris. Parce que comme Munger le dit, il vaut mieux donc apprendre des erreurs des autres, et Buffett a produit beaucoup de matériel pour ça.
Donc pour résumer, donc Buffett ne veut pas que tu limites, il veut que tu évites ce qui le fait encore souffrir, donc manquer les évidences, donc ce qu'il avait bien réussi à analyser, donc comme Google, attendre trop longtemps, donc ce qu'il a pu faire sur Walmart par exemple, sous-estimer la qualité, se tromper de business et ignorer une opportunité parce qu'elle paraît hors de ton domaine. Donc tu veux investir comme Buffett, eh bien n'apprends pas seulement de ses succès, apprends surtout de ses regrets et de ses erreurs. C'est là que se trouvent les rendements composés. Donc pour finir, voici donc un résumé de sa méthode en direct, pardon. Donc Buffett a beau écrire des lettres de 20 pages, sa méthode tient donc en 10 règles. 10 règles que tu peux afficher en tableau sur lesquelles tu peux te baser, que tu peux imprimer, afficher au-dessus de ton écran pour vraiment les mémoriser et investir intelligemment. Donc la première règle, c'est vraiment de comprendre parfaitement l'entreprise. Buffett le dit, donc never invest in a business you cannot understand. Donc n'investis jamais dans un business que tu ne peux pas comprendre. Si tu ne peux pas expliquer le modèle économique en 2 phrases, eh bien tu n'achètes pas. Deuxième règle, eh bien cherche un moat durable. Donc l'avantage qui protège l'entreprise, marque, réseau, échelle, coût, écosystème. Et Buffett le dit, the key is the durability of the competitive advantage. Donc la clé, c'est vraiment la durabilité de l'avantage compétitif. Le troisième point, eh bien la troisième règle, c'est l'analyse du management. Donc là, tu regardes vraiment si le management est intègre, si l'allocation du capital est fait correctement et si le management a une vision long terme. Et Buffett le dit, donc you can't make a good deal with a bad person. Tu ne peux pas faire un bon deal avec une mauvaise personne. Ensuite, la quatrième règle, donc, c'est de vérifier le ROE et les marges. Donc Buffett insiste dans ses lettres, les grands business génèrent des retours sur capital élevés, avec peu de besoins en réinvestissement. La cinquième règle, eh bien, c'est de refuser la dette excessive. Berkshire rejette même des opportunités intéressantes pour éviter le surendettement. Il faut absolument éviter donc les entreprises endettées et surendettées. Sixième règle, donc, valorise sur 10 à 20 ans. Donc tu imagines le cash futur de l'entreprise, tu actualises un taux raisonnable, et pas de trading, pas de prévision macro, vraiment juste du bon sens. Buffett le dit, donc price is what you pay, value is what you get. Donc, le prix est ce que tu payes et la valeur est ce que tu as. La septième règle ensuite, c'est achète seulement si tu as une marge de sécurité. Donc Buffett là reprend Benjamin Graham, donc son mentor, donc tu veux vraiment un prix nettement inférieur à la valeur, et c'est ton bouclier contre les erreurs, si tu te trompes. Huitième règle, eh bien garde longtemps. Buffett le dit, donc our favorite holding period is forever. Donc notre période de conservation des entreprises est toujours. Donc les intérêts composés font vraiment le travail pour toi, donc il faut que tu conserves tes entreprises de qualité. La neuvième règle, eh bien profite des marchés baissiers. Donc Buffett adore ça quand ça baisse. Donc tu achètes les entreprises extraordinaires quand elles sont en solde. Et enfin donc la dixième et dernière règle, eh bien évite la spéculation et les prévisions. Il ne prévoit pas les taux, il ne prévoit pas la croissance, il ne prévoit pas les crises. Il achète des entreprises, pas des modèles Excel. Donc voilà, si tu appliques ces 10 règles, tu fais déjà partie des 5% d'investisseurs disciplinés et rationnels. Et surtout, donc, tu t'inscris dans une logique de propriétaire, pas de spéculateur. Et quand tu regardes donc la carrière de Warren Buffett, tu réalises quelque chose de surprenant. Ce n'est pas son intelligence qui le distingue. Il le répète lui-même, le QI ne compte pas beaucoup en investissement, ce qu'il faut, c'est vraiment du tempérament. Et Buffett n'est pas devenu Buffett parce qu'il savait résoudre des équations compliquées, ou parce qu'il prédisait les marchés mieux que tout le monde. Au contraire, il explique dans ses lettres qu'il n'a jamais utilisé une seule prévision macro pour prendre une décision. Ce qui le rend unique, c'est sa discipline. La discipline de dire non encore et encore. Et d'attendre son pitch comme dans son analogie du baseball. Donc de n'agir que lorsque les probabilités sont massivement en sa faveur. Et c'est aussi donc sa patience, la vraie, donc pas la patience à 6 mois, mais la patience sur 10, 20, 30 ans. Et surtout également, donc c'est sa rationalité. Cette capacité presque inhumaine à ignorer le bruit, les opinions, les prédictions, les modes, et à se concentrer sur une seule question. Est-ce que c'est un business extraordinaire à un prix raisonnable? Donc Buffett ne court jamais après le marché, il ne joue pas contre les autres, il n'essaie pas d'être plus malin, plus rapide ou plus brillant, il fait juste une chose, il évite les erreurs évitables, il reste simple. Il respecte son cercle de compétences et il laisse les intérêts composés faire le reste. Donc tu peux résumer sa philosophie en une seule phrase. Buffett ne cherche pas à battre les autres, il cherche simplement à ne pas commettre d'erreurs évitables. Et c'est exactement ce que tu peux appliquer à ton portefeuille. Donc si tu vas apprendre à investir comme Buffett,
simplement, sereinement, sans spéculation et sans stress, eh bien je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner puisque chaque semaine donc, tu reçois une analyse claire de ce qui se passe sur les marchés, des idées d'investissement long terme et mes recherches donc sur les meilleures entreprises du monde. Le but c'est de t'aider à construire donc un portefeuille qui t'achète du temps et de la liberté. Et une vie où tu n'es plus dépendant des caprices de l'économie. Et si tu veux donc qu'on analyse un autre investisseur de légende dans une prochaine vidéo, eh bien dis-moi lequel en commentaire.